Nous revoici. Il est donc 15h15. Eh bien, merci à toutes et tous. On va reprendre le fil de cet après-midi en donnant donc le coup de départ de la première table ronde prévue donc aujourd'hui, portant sur le thème des paysages inhumains, persistance du vivant. C'est je vais présenter brièvement les quelques questions qui servent à guider un petit peu le sujet de cette table ronde et puis présenter chacun et chacune d'entre vous. La question qui est posée, c'est de savoir comment est-ce que par ses œuvres ou par ses pratiques, l'artiste peut témoigner de paysages inhumains, soit que ces paysages soient des espaces toxiques ou trop altérés par la main de l'homme à un point où effectivement l'homme lui-même en est exclu, soit que la présence humaine en raison de conditions climatiques ou parce qu'il s'agit de milieux extrêmes, la présence humaine soit bannie de ces lieux. Donc, comment est-ce que l'artiste peut témoigner de l'inhumanité de paysages singuliers dans lesquels la responsabilité humaine est clairement engagée? À quels défis en fait doivent faire face les artistes dans cette démarche, dans cette entreprise? À quel défi doit-il faire face pour composer les récits, pour témoigner, incarner ces paysages, pour les rapprocher de nous, de notre expérience sensible, de notre existence? Voilà un petit peu les questions qui vont animer cette première table ronde. Et on a le grand plaisir d'accueillir pour ce faire quatre intervenants et intervenantes. Je vais présenter très brièvement dans un premier temps et puis à chaque fois ensuite pour vos interventions, je vous présenterai un petit peu plus en vous demandant à toutes et tous de faire un petit peu attention du coup au temps de parole pour qu'on puisse tous bien s'exprimer et laisser un temps d'échange bien sûr avec tous les participants aujourd'hui de ce colloque. Alors nous aurons le plaisir d'écouter pour cette table ronde, je ne les cite pas dans l'ordre, mais donc Antoine Choplin, écrivain, auteur, poète, Laurent Germont, qui est cofondatrice de Call, que je représenterai un petit peu plus par la suite. Emmanuel Lepage, qui est auteur de bande dessinée, dessinateur, auteur, coloriste, illustrateur, et Hélène Schmutz, qui est enseignante-chercheur et maîtresse de conférences. J'y reviendrai. Je vais tout de suite en fait continuer un petit peu, Hélène, en te présentant. Hein. Tu me dis s'il y a des éléments que tu veux rajouter. Tu es directrice de la section langue, littérature, civilisation étrangère et régionale. Et tu es membre dans le groupe de recherche humanité environnementale à l'université Savoie-Mont-Blanc. Tes recherches portent sur la question de la définition et de la redéfinition du rapport entre l'humain et le naturel. Je crois que c'est assez interdisciplinaire puisqu'il s'agit à la fois d'histoire environnementale, de justice environnementale, de philosophie environnementale et d'écologie politique. Tu as récemment publié donc 2 ouvrages collectifs, dont je crois qui seront notamment la base un petit peu de l'intervention. Le premier qui s'appelle « De la représentation de la crise à la crise de la représentation, esthétique et politique de l'Anthropocène », publié donc en 2020. Et puis un ouvrage collectif qui porte d'ailleurs le nom de cette table ronde, intitulé « Paysages inhumains », un ouvrage donc publié très récemment, en 2021, qui explore un paradoxe
ce paradoxe qui nous convie aujourd'hui, et qui est donc que les paysages façonnés par l'homme peuvent devenir inhumains par la dégradation, la pollution, la destruction. Et cet ouvrage, donc, Paysages inhumains, retrace ces relations et les mutations de ces paysages. Et je crois que également l'interdisciplinarité est bien à l'honneur de cet ouvrage, puisque il tisse donc des écrits entre des historiens de l'art, des géographes, des urbanistes, des chercheurs en littérature, mais aussi des photographes et des artistes. Voilà, autour de la question de comment est-ce qu'on représente ces paysages et en les représentant, en quoi est-ce que ça constitue un enjeu écologique et politique. Voilà, donc je m'arrête là en tout cas pour te céder la parole et autour de la question toujours que peut en fait quelle modalité de représentation artistique on peut mobiliser autour donc de ces paysages inhumains. Merci beaucoup Anne-Lise. Merci à Céline, Caroline et Antoine aussi de m'avoir conviée à ce webinaire. Malheureusement, nous ne sommes pas ensemble dans la même pièce, mais c'est déjà pas mal de pouvoir discuter de cette manière. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui. Il y a un petit délai. Voilà, ça a l'air de marcher. Étant enseignante, chercheuse, je fais des PowerPoint pour les étudiants et donc aussi pour tout le monde. Nos modes de représentation sont aujourd'hui en crise, un petit peu comme l'a expliqué Baptiste Nalaspès tout à l'heure, face à l'urgence écologique. Le terme de crise a été défini par Michel Serres dans un essai en 2009 déjà, qui s'appelle « Le temps des crises ». Et ce mot vient d'un terme grec qui signifie « séparer, juger ». Donc, la crise écologique est aussi une crise qui a une portée politique, puisqu'il s'agit de choisir et de décider lorsqu'on sépare et qu'on juge. Ce dont je vais essayer de parler aujourd'hui, c'est des stratégies artistiques qui existent pour composer les récits de paysages rendus inhumains par la destruction qui est, comme tu l'as dit Anise, paradoxalement toute humaine de nos écosystèmes. Aujourd'hui, je ne me fais que la porte-parole des travaux de plusieurs chercheurs qui ont participé aux 2 ouvrages collectifs que tu as présentés et que voici. Alors, je vais devoir passer très rapidement sur tous les exemples que ces chercheurs ont donnés dans leurs travaux, et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse éventuellement les explorer plus tard dans la discussion. Voilà, l'idée, c'est de proposer une sorte de catégorisation, 3 grandes catégories des modes de représentation que j'ai pu rencontrer dans les travaux de ces chercheurs et chercheuses de ces paysages. Alors voilà les catégories que je vous propose d'explorer. Regarder les marges, patrimonialiser, et donc quels sont les rôles pour les artistes. Faire se rejoindre les connaissances scientifiques et le sensible, c'est intéressant puisqu'on a commencé déjà à l'aborder un petit peu en première partie. Et ensuite, politiser et le rôle de ce qu'on peut appeler des artivistes. Concernant le regard sur les marges, je voudrais m'appuyer sur le travail d'une chercheuse qui s'appelle Isabelle Lepape, qui travaille à la BNF, à propos de travaux de jeunes photographes autour de Londres. Ce qu'elle cherche à faire, c'est de comprendre les formes de représentation d'espace qui sont plus ou moins désinvestis par les urbanistes. En fait, ce sont des espaces, des territoires périphériques, des paysages urbains, plus ou moins inhospitaliers. Ce qu'elle note, c'est que c'est quelque chose qui est récent, mais aussi ancré dans une tradition qu'on peut faire remonter jusqu'au pré-raphaélite, au milieu du XIXe siècle britannique. On a ici l'exemple d'une peinture de Whistler, que tout le monde connaît, de la fin du XIXe siècle, à propos des abords de la Tamise, qui était un lieu pollué, brumeux, plein de vapeurs issues de la pollution. Et donc, elle parle de la City of Mud, la ville boueuse, de la boue. Et cet attrait pour ces lieux délaissés, qui remontent au 19e, pour les fragments urbains, pour les interstices
de nature qui sont coincés au milieu des voies de circulation. C'est ce que ces photographes prennent pour sujet. Alors, ils ont un regard qui est sans concession sur un paysage qui est défini par Marc Auger comme non-lieu. Je vous ai remis ici une petite définition. C'est un non-lieu, c'est une négation, une impossibilité du lieu. C'est-à-dire que c'est un endroit où on ne peut pas vraiment s'ancrer, où on ne peut pas vivre et que l'on ne fait que traverser. Ce que les artistes que voici, ce sur quoi ils travaillent, c'est l'urbanisation galopante qui dévore les zones qu'on dite naturelles, qui les reconfigure avec une intensification des voies de communication. Vous voyez les noms des séries, A1, A4, 6, donc ce sont les autoroutes qui entourent les grandes villes, et la multiplication des surfaces commerciales périurbaines, comme on peut voir dans les travaux de Dan Holdsworth. Ce que l'on voit, c'est que ce sont des lieux qui sont des territoires fragmentés et dont l'identité est questionnée et questionnable. On se retrouve dans des marges du paysage, dans des lieux inhumains, car inhabités, inhabitables, des axes autoroutiers. À propos de Grimbert, on parle d'espaces véhiculaires. Donc, ces photographes travaillent principalement dans le registre de la banalité, d'une manière délibérément anti-héroïque, avec des espaces ordinaires. Et ici, les paysages sont inhumains parce qu'à la marge, parce qu'on y passe, on ne s'y ancre pas. Dans ce deuxième temps, je parlerai des travaux de Sylvia Pieredou et Odile de Bruyne, qui sont des chercheuses italiennes et belges à propos des mines, des anciennes mines et des paysages nucléaires, autour de la notion de patrimonialisation. Donc ici, nous sommes dans des paysages qui sont peut-être plus clairement inhumains que ces banlieues, que ces zones de marge, parce que toxiques. Sylvia Pieredou explique que les photographies des mines, des charbonnages et de leurs paysages racontent une partie très importante du patrimoine britannique, et ce, depuis le 19e siècle. Dans certains travaux d'artistes, l'acte toxique qui a été accompli par l'homme, donc celui de la création de la mine, est surmonté par l'art. Et le regard du photographe interroge la fonction de choses, de la mémoire d'une part, et du concept de patrimoine, en mettant en évidence la toxicité comme réalisation du sublime. Donc là, on touche à une notion importante qui est celle du sublime toxique que Pieredou utilise pour décrire la sensation d'émerveillement et d'angoisse à la fois qui est produite par la peur, la laideur, mais aussi la beauté inhérente à ces lieux qui sont contaminés par des déchets empoisonnés. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces paysages toxiques sont des produits de la désindustrialisation, qu'ils sont des vestiges de ce qu'on a appelé le progrès industriel, le progrès économique et scientifique, et qui deviennent héritages, qui sont patrimonialisés. En pratique, ce qu'on voit, c'est que le processus de patrimonialisation, c'est une forme de manipulation, dans le sens ou de distorsion, dans le sens où la fonction première de ces paysages, enfin de ces lieux, est transcrite par un médium, ici principalement la photographie, comme un instrument de création de sens. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la patrimonialisation, c'est une pratique discursive, c'est une action qui, par la narration, ici par la narration photographique, crée des idées qui ont des conséquences politiques, sociales et esthétiques. Vous voyez ici, on ne dit pas la même chose à propos des mines sur ces deux images, ou sur ces trois images. Plus tard. Odile de Bruyne, qui est une chercheuse de Belgique, travaille sur la patrimonialisation, elle aussi, mais des sites nucléaires cette fois. Et pour les artistes dont elle traite, il ne s'agit pas tellement d'esthétiser les lieux, mais de les artialiser, d'après le terme d'Alain Roger. Donc on peut avoir une artialisation in visu, c'est-à-dire par la représentation des lieux, ou in situ, sur le lieu lui-même. C'est d'ailleurs un terme que Sylvia Pieredou utilise à propos des mines.
La conséquence pour les spectateurs, c'est l'inscription critique dans notre mémoire du paysage pour le public. Alors, ce dont Odile de Bouin, ce sur quoi elle travaille, c'est la problématique du risque de mener à une fascination, une sorte de fascination morbide pour ces lieux. Et ce qu'elle se demande, c'est est-ce qu'on peut réhumaniser des lieux potentiellement toxiques qui suscitent le plus souvent des sentiments de crainte et d'aversion. Est-ce que c'est possible? Et à ce sujet, sa réflexion rejoint celle de l'historien de l'art Pierre Watt, qui posait la question de la légitimité de la reconduction de la catégorie du sublime dans l'ère de l'Anthropocène, donc la catégorie du sublime dont parlait déjà Pierre Hédoux. Est-ce qu'on peut utiliser cette catégorie du sublime, ce sentiment paradoxal d'horreur délicieuse face à un paysage plus grand que notre raison, plus grand que nos pouvoirs humains, si nous sommes face à un paysage de la catastrophe qui est dû à l'homme. Et donc le risque de l'art de l'Anthropocène, c'est celui d'esthétiser le désastre et de susciter une attraction pour la beauté de l'apocalypse. Ce qui est un petit peu en contradiction avec un art qui serait un art d'alerte, qui nous inciterait à une prise de conscience donc pour le spectateur sur notre responsabilité dans ce que l'on contemple. La troisième catégorie vous voyez, je pense que je vais laisser l'auteur en parlait tout à l'heure. La troisième catégorie que j'ai rencontrée dans les travaux de ces chercheurs, c'est le point de jonction dans l'art de l'Anthropocène entre connaissance scientifique et le sensible en tant que sensibilité individuelle du spectateur. Mathieu Duperex, qui est philosophe à Marseille, propose une notion qui est celle de romantisme recourbé. Le romantisme recourbé qui serait un art de l'Anthropocène. Ce qu'il explique, c'est que le changement climatique, c'est un phénomène statistique. On ne peut l'expérimenter pas vraiment comme tel, mais bon, même si parfois nous avons une expérience sensorielle, en réalité, nous comprenons les processus environnementaux grâce aux technologies de communication, aux appareillages de détection, à la télédétection et à la surveillance. Le problème que ça pose, c'est qu'il y a une sorte de disjonction entre notre sensibilité et notre raison. Et donc, on se retrouve avec une séparation entre valeurs et faits, science et politique, nature et société. Et ce qu'il propose, c'est que donc, cet art de l'Anthropocène pourrait permettre de faire se rejoindre tous ces pôles. Les artistes qu'il mentionne, il y a plusieurs exemples intéressants, se nourrissent de la science et la complètent pour proposer des récits des bouleversements de l'ère de l'Anthropocène qui permettent de faire se rejoindre les sens en tant que nos 5 sens individuels et la connaissance scientifique. La quatrième catégorie que j'ai pu rencontrer dans les travaux des chercheurs et qui correspond bien, je pense, au questionnement qu'on explore aujourd'hui, c'est celle des artivistes. Alexandre Mellet, philosophe lui aussi, fait une sorte de bilan de la création contemporaine des artivistes. La crise environnementale est bien une crise du sensible. Alors, qu'est-ce qu'un artiviste? Qu'est-ce que l'artivisme? C'est une contraction des termes art et activisme. C'est un art d'artiste militant développé en réaction à l'émergence de l'intermondialisme, et notamment durant les célèbres manifestations de Seattle en 1999, lors du sommet mondial de l'OMC. Donc c'est un art qui est engageant, et qui cherche à mobiliser le spectateur. Il peut y avoir deux sortes de mobilisation. Un art d'alerte sur les catastrophes, ici sur des exemples qui peuvent dater même des années 70, les années 80, ou proposer une reconstruction et des pistes de
vie possible dans les ruines de l'Anthropocène, comme le propose Anatine. Voilà. Donc, quelques petits points de conclusion. Ce qu'on peut voir lorsqu'on lit, on écoute des artistes, des chercheurs à propos de ces paysages inhumains, c'est que, et d'un point de vue environnemental, c'est qu'ils le sont aussi d'un point de vue humain, par leur cause, puisque ce sont des paysages pollués par des actions humaines, mais aussi pour ce qui est des personnes concernées. Ce qui nous amène à nous poser la question, qui a été soulevée par d'autres chercheurs, par exemple au cœur du livre Paysages inhumains et non soulevée ici, questions plus humaines, des inégalités, des questions de la justice environnementale. Et ce qui nous amène à regarder les zones d'abandon, les zones de migration, notamment migration climatique ou de guerre, et que faire de ces paysages humains, enfin, paradoxalement humains, inhumains. Je vous laisse avec quelques photographies de Marie Von Arnould. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour cette riche présentation. Je crois que tu faisais le pont parfait avec Emmanuel, puisque il me semble avoir aperçu une planche glissée dans ta présentation. Et je voulais donc t'introduire un petit peu, Emmanuel. Donc, tu es dessinateur, auteur, coloriste et illustrateur, auteur de bandes dessinées et d'illustrations. Je vais un petit peu parler de certaines publications, notamment donc Voyage aux îles de la désolation, publié en 2011, ou encore donc Un printemps à Tchernobyl en 2012, qui raconte donc ce voyage en 2008 que vous aviez fait. Et puis à Volodarka, un petit village situé à 20 km de la zone interdite. Donc plusieurs ouvrages un peu plus récemment, notamment Armen en 2017, donc, publié, qui est réalisé avec René Follet et Sophie Michel, et puis Les Voyages de Jules en 2019. Voilà, je rappelais un petit peu que les ouvrages sont publiés un peu partout, dans plusieurs pays européens, aux États-Unis, au Nicaragua, au Japon, Corée du Sud, en Chine, voilà, et que parmi de nombreux prix, tu as reçu en 2014 le prix France Info de la bande dessinée de reportage pour La Lune est blanche, et en 2016 le Grand Prix de la critique de bande dessinée ACBD. Voilà, et je te laisse avec une petite question autour effectivement de ta présentation. Une vaste question épineuse et sensible également, celle-ci, de que peut l'artiste face aux catastrophes, en tout cas quel rôle face à donc ces paysages inhumains, comment le dessin peut-il mettre en récit ces lieux, qu'ils soient donc des lieux comme Tchernobyl, résultat d'une catastrophe créée par l'homme, ou des lieux éloignés où les conditions climatiques sont si extrêmes que la vie humaine n'est pas censée s'y dérouler. Voilà, quelle relation avec ces territoires interdits ou désolés. Je te laisse maintenant le bâton de parole. Merci Annelise. J'espère que vous m'entendez bien. Merci déjà de m'avoir invité en fait dans ce webinaire. C'est une première pour moi en fait, hein. Donc c'est assez curieux en tout cas à appréhender. Merci à Hélène pour votre présentation, d'avoir mis un de mes dessins, c'est sympa. En plus, il y a pas mal de choses évidemment qui m'ont parlé en fait dans votre présentation. Je me suis senti quand même un petit peu concerné, puisque c'est de nombreuses questions en fait que je me suis posées en allant à Tchernobyl en 2008. Et donc, c'est-à-dire 22 ans après la catastrophe. Et je vous avoue qu'en partant là-bas, je suis d'abord allé dans une démarche militante, on va dire, puisqu'en fait, nous devions partir là-bas. Alors, quand je dis nous, c'est que j'étais avec un peintre et illustrateur qui s'appelle Gilda Chassebeuf, et une association dans laquelle nous
nous étions à l'époque, qui s'appelle les dessinateurs, nous avait proposé en fait de faire un carnet de voyage qui devait être vendu au bénéfice d'une autre association qui s'appelle les Enfants de Tchernobyl et qui fait venir des enfants contaminés en France, tout simplement pour faire baisser un petit peu leur taux de césium 137 et donc espérer qu'ils aient une vie un peu moins difficile, on va dire. Donc nous sommes partis quand même dans cette optique militante avec un cahier des charges qui était en fait de montrer l'horreur de Tchernobyl, évidemment. En partant là-bas, c'est une chose dont je me suis rendu compte après, c'est que j'avais surtout amené des fusains, des craies noires, parce que de l'encre noire, parce que je pense que je m'imaginais représenter Tchernobyl de cette façon-là. Donc j'avais, sans m'en rendre compte, en fait, au départ, un certain a priori en fait, sur ce que j'allais rencontrer. Et ça a été finalement, les images là, que l'on voit défiler, c'est la première journée en fait, qu'on va passer dans la zone interdite, et qui finalement correspondait assez à l'imaginaire que j'avais de Tchernobyl, c'est-à-dire un univers effectivement inhumain, comme vous disiez tout à l'heure, où l'homme s'est chassé lui-même. Et en plus, vous voyez comme il faisait un temps de chien. Donc en fait, tout participait de cet imaginaire que j'avais au départ. Et je pense que si j'étais resté qu'une seule journée à Tchernobyl, eh bien j'aurais ramené ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire quelque chose de sinistre, des paysages humains, des paysages abandonnés. Et ça a été quelque chose évidemment d'extrêmement poignant en fait quand vous êtes dans la ville de Pripyat, donc qui est cette grande ville à proximité de la centrale. C'était la ville où en fait où habitaient tous les gens qui bossaient dans la centrale de Tchernobyl. Et c'était une ville moderne, hein, puisque c'était une ville qui datait de 1970, qui avait été construite spécialement en fait pour le parc nucléaire de cette région. Et donc on était dans un paysage de science-fiction extrêmement poignant, mais finalement qui correspondait assez bien à l'image que je m'étais faite de Tchernobyl. Heureusement, en fait, on est resté un peu plus de 15 jours là-bas. Alors, nous étions dans un petit village qui était à l'extérieur en fait de la zone interdite, Volodarka, qu'Antoine Choplin connaît bien, qui est un village qui est donc à une vingtaine de kilomètres de la zone, un petit village de 300 habitants avec la moitié des habitations qui ont été abandonnées. Tout simplement, les gens qui avaient les moyens en fait sont partis en fait de ce village, et ne reste là en fait que les gens les plus pauvres en fait, ceux qui n'ont nulle part où aller, et puis se disent ben voilà, c'est notre terre. Donc on a l'impression dans ce village en fait de rentrer, enfin de faire un bond en arrière d'une cinquantaine d'années. Il y a pas de voiture, il y a des charrettes à cheval. Et ça a été à partir donc de cette petite maison que nous avons louée à Voloderka, des expéditions régulières en fait dans la zone interdite par des chemins détournés. Et en fait, je crois que l'aventure, elle a vraiment commencé là, parce que c'était très beau. C'est une zone où il n'y a plus d'activité humaine depuis maintenant 35 ans. Et donc la végétation pousse partout. L'image que vous avez montrée, Hélène, là tout à l'heure, que j'interprète dans un premier temps comme un chemin forestier,
Et on peut imaginer que j'ai un masque, des gants et un compteur dans la poche. Hein. Nous sommes quand même dans cet environnement qui semble extrêmement familier, comme si nous étions sur une autre planète quand même. Hein. Et nous sommes assis sur un pliant en fait pour pas s'asseoir par terre. Et je dessine en fait ce qui est devant moi. On est au printemps, j'essaie d'essayer d'interpréter en fait cette lumière là qui passe à travers les feuilles, le rythme des arbres, ce petit chemin qui court comme ça au loin. C'est le silence, on entend que les oiseaux. De temps en temps, il y a un sanglier qui passe, des biches, il y a les cigognes dans le ciel. Et c'est extrêmement paisible, en fait. Il y a un côté presque paradisiaque. Et en fait, soudain, en fait, je vois sous les feuillages, comme ça, une petite construction, puis en fait, un abri de bus. Et c'est là que je me rends compte, cet abri de bus qui est à l'intérieur de la forêt, c'est là que je me rends compte que devant moi, c'est pas un petit chemin forestier, mais en fait, c'est une route qui a été petit à petit envahie par la végétation. Donc, ce qui fait que cet abribus, il est maintenant dans les bois. Et soudain, je me rends compte que je suis pas dans un paysage normal. Je suis face à une catastrophe technologique. Et c'est extrêmement troublant ce moment-là, parce que soudain, le réel me vient comme ça en pleine figure. Et la question évidemment qui va se poser après, c'est comment je représente ça? Comment je représente quelque chose que je ne vois pas? Parce qu'en fait, moi, je vois voilà, c'est exact, c'est cette image-là, effectivement. Comment représenter l'invisible? Alors, j'ai utilisé cet artifice de mettre en fait le nombre de microsieverts comme ça en bas de chaque dessin. Essayer de contextualiser en fait à chaque fois le dessin quand je vais le réaliser. Mais voilà, ce qui va nous troubler profondément de ce voyage, c'est que d'une part, on ne voit rien. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes là dans une démarche militante. En fait, on nous a passé commande de quelque chose et en fait, on ne le voit pas. On nous demande de dessiner quelque chose que l'on ne voit pas. Et c'en est pas moins angoissant. Mais voilà, ça a été à partir de ce moment-là, on va essayer de trouver des signes en fait de l'anormalité, de l'inhumanité de ce lieu-là. Signes qu'on va pas trouver en fait, mais on ne se balade pas là-bas comme ailleurs. Hein. Je vous disais tout à l'heure, en fait, on a un masque, des gants, des bottes. Donc on est dans ce lieu en essayant d'éviter de toucher quoi que ce soit, de passer sous les feuilles sans les effleurer. En fait, c'est notre corps, en fait, d'une certaine manière, qui réagit différemment face à un lieu apparemment familier. Et quand je parle ensuite de culpabilité, c'était ce qui est paradoxal, c'est que j'essaie de toucher en fait le monde avec mon dessin. En fait, c'est ça le dessinateur, c'est de retranscrire le monde, ce qui touche à travers un dessin. Et ce monde, le paradoxe, c'est que je ne veux pas le toucher physiquement. Voilà. Et ce qui va être étrange, c'est que on va nourrir une certaine forme de culpabilité aussi. Je crois que vous en parliez aussi un petit peu. Donc que ce soit Baptiste qui en parlait peut-être tout à l'heure. Mais c'est on a une certaine fascination pour ce lieu, pour les ruines aussi.
un petit peu comme les peintres au 19e, en fait, au 18e, représentaient des ruines romaines ou grecques, ou des ruines d'églises, de cathédrales. Enfin, on connaît toutes ces peintures-là, et j'ai aussi ces références-là. Et quand j'étais là-bas, j'avais également cette fascination à représenter ces maisons, ces kolkhozes, ces grands bâtiments qui disparaissaient petit à petit sous la végétation. Et à cela s'ajoute quand même à Tchernobyl une certaine culpabilité, en fait, par rapport à ce qu'on ressent en fait sur place. Et cette question de savoir est-ce qu'on a le droit de dire que Tchernobyl c'est beau, en fait, s'est posée en fait très très rapidement au fur et à mesure de nos pérégrinations en fait dans ce lieu-là. Voilà, c'est ce que je peux dire déjà dans un premier temps. Je ne sais pas si vous avez quelques questions, Alice. Antoine, peut-être, tu connais bien les lieux. De toute façon, il y aura un temps déjà pour que vous puissiez échanger entre vous un petit peu après. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir retranscrit cette expérience fondamentale. En honneur un petit peu au temps, je me permets effectivement de glisser en cohérence vers Antoine Choplin, qui partage cette expérience en effet d'avoir été dans la zone interdite. Je vais simplement, comme d'habitude, effectivement, te présenter un peu. Antoine, donc romancier et poète. Tu vis en Isère en partageant ce temps de vie entre l'écriture et l'action culturelle. Tu as publié pas mal de bouquins, une vingtaine de livres entre récits, poésie, romans, dont les derniers sont notamment donc un ouvrage qui s'appelle Partiellement nuageux, publié en 2019 aux éditions La Fosse aux Ours, et Nord-Est aux mêmes éditions, donc en 2020. Tu es lauréat de plusieurs prix, parmi lesquels le prix du roman France Télévisions en 2012. Et puis, nous le savons bien, tu animes donc l'association Scène Oblique, qui a été fondée en 92. Et dans ce cadre, notamment, tu es également, depuis 96, le directeur artistique du Festival de l'Arpenteur et du projet Cairn, dont vous avez un petit peu parlé en introduction donc, de ce colloque. Et du coup, je ne vais pas revenir là-dessus, sauf à rappeler son rapport au territoire, singulier, enfin, l'encouragement des initiatives, de la valorisation d'initiatives artistiques un peu partout en Europe et ailleurs, en lien avec des territoires singuliers, non conventionnels ou ruraux. Je dois aussi dire, effectivement, rappeler donc que tu travailles à l'émergence d'un espace culturel international de la montagne en Isère. Et je crois que tu vas nous faire part pendant cette intervention également, surtout peut-être de cette expérience liée à des paysages donc, inhumains, peut-être à nuit tombée. Je vais pas... Voilà, je ne vais pas dévoiler ce que tu as pensé un petit peu aborder aujourd'hui, mais la question reste un peu la même, c'est-à-dire quel rapport, quel récit structuré autour de ces paysages, comment évoquer le drame. J'ai aussi cette question qui reste un peu en filigrane, mais comment est-ce qu'on évite la sidération aussi, je pense, c'est quelque chose d'important. Comment témoigner de la catastrophe et de ses effets sur l'humanité, et puis comment est-ce que le vivant persiste, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous dit en fin de compte sur l'humanité, cette expérience et les récits qu'on compose autour de paysages inhumains. Oui, merci beaucoup Anaïs. Oui, drame, sidération, tu as prononcé ces mots. Je pense que je vais me les réapproprier d'une façon ou d'une autre, très certainement. Alors d'abord, peut-être pour faire le premier constat, en regardant ces quelques livres que tu as évoqués et sur lesquels j'ai travaillé maintenant depuis pas mal d'années, en observant quelques récurrences
qui pourraient paraître en première analyse comme une sorte d'attachement un peu pathologique à des zones dramatiques, justement, des paysages tragiques, des épisodes de l'histoire particulièrement sombres, en particulier au cours du XXe siècle. Je voudrais tout de suite m'empresser de préciser que je n'ai aucune forme de fascination pour ce genre de choses. En revanche, j'ai une fascination inépuisable, me semble-t-il, en tout cas jusqu'à présent, pour la capacité que l'homme peut avoir à se mettre en résistance, à se maintenir en fraternité ou en dignité au regard de ces décors sombres. Et je crois que c'est ce qui anime d'une façon inextinguible pour l'instant mon travail d'auteur. Alors, évidemment, ces recherches qui sont attenantes à ces travaux m'amènent aussi à un constat implacable qui est que, évidemment, comme on le sait, pour ce qui est de faire récit face à toute forme d'inhumanité, situation, paysage inhumain, eh bien évidemment, l'homme n'en est pas à son coup d'essai. Et je voudrais me permettre ici, dans mon propos, sûrement à certains moments, de reconvoquer notamment des récits de guerre ou peut-être même des récits concentrationnaires qui peuvent sans doute nous aider à réfléchir à cette question du récit en friction avec l'inhumanité des paysages. Beaucoup de formes ont été tentées, inventoriées, et je pense que ça peut constituer aussi comme un socle réflexif intéressant. Et puis c'est aussi une façon de poser le paysage, dans son acception donc très ouverte, dans une temporalité, donc de le mettre dans une cinétique qui peut le vouer parfois à sa stabilité, mais souvent à sa transformation et parfois à sa disparition. De manière introductive aussi, je voudrais dire très rapidement que je voudrais envisager la question, je me suis questionné sur cette dimension inhumaine qui figure dans le titre de cette table ronde, et je voudrais mettre cette inhumanité ou la voir sous deux angles assez radicalement différents. Le premier qui vient sous le sens et qui a été largement évoqué, c'est la question de l'inhumanité en termes de toxicité ou d'inhospitalité pour l'homme ou l'espèce humaine. Le second angle, c'est la question d'une inhumanité en termes d'illisibilité par la perception humaine. Autrement dit, on voit qu'il y a un certain nombre de paysages, soit justement parce qu'ils ont pu évoluer avec le temps, se transformer, etc., qui deviennent illisibles à nos sens, tels que nous les déployons en général. Et on voit bien que, par exemple, Tchernobyl répond clairement coche toutes les cases de cette inhumanité, en étant évidemment du côté de la toxicité et en étant, comme le rappelait Emmanuel à l'instant, dans une forme d'illisibilité, puisque évidemment la radiation est un phénomène qui résiste à nos sens, il ne résiste pas à nos compteurs, mais GLR ou autres, mais il résiste à nos sens. Et donc, ça crée effectivement le trouble auquel je m'associe complètement et qui a été rappelé, c'est-à-dire qu'on peut effectivement, alors moi j'ai eu très beau temps à Tchernobyl, donc avec des envies comme ça, sous les couverts forestiers, de m'asseoir sous un arbre, d'y faire un petit pique-nique ou une petite sieste, et en fait la réalité c'est qu'on sait que si on fait tomber son stylo à cet endroit-là, il est plutôt conseillé de ne pas le ramasser. Voilà, donc ce défi d'essayer d'y comprendre quelque chose. Et finalement, c'est deux points que je pourrais aborder, c'est que dans cette entreprise qui consiste à désirer entreprendre un récit sur ces paysages ou autour de ces paysages, à mon sens, c'est convoquer un double défi. D'abord, travailler à la perception, à une forme de perception assez juste, aussi fine que possible de ce dans quoi on se trouve, ce dont on est témoin. Et la deuxième chose, c'est de travailler bien sûr à la transformation de cette perception en vue de constituer, d'élaborer quelque chose qui peut ressembler à un récit. Alors, sur la question de la perception, ça part, je reprends ton mot de sidération, souvent la difficulté part d'une sidération qui est que, comme aussi ça a été rappelé par Emmanuel, ce qu'on voit ne correspond pas forcément exactement à ce que l'on avait comme représentation, ou
ou même parfois est tout à fait à l'opposé. Enfin, je me souviens d'une impression très étrange que j'ai eue en visitant cette charmante bourgade de Guernica, par exemple, qui a subi ce que l'on sait en 1937, et qui là est apparue sous mes yeux la fois où j'y suis allé comme une petite ville très proprette, qui m'a causé une forme de trouble qui m'a été difficile de dépasser. J'ai eu la même sensation à Santiago du Chili, une belle journée d'été austral en février, en voyant le palais de la Moneda, et en voyant ces murs, ces façades fraîchement refaites, et en me disant, mais non, ce lieu n'est pas le paysage juste. D'abord, il ne correspond pas à ma représentation, mais il n'est pas non plus en accord avec la complexité de ce que l'histoire, de ce par quoi il a été frappé au cours de l'histoire. Et donc, je voudrais juste évoquer un outil parmi d'autres pour essayer, pour moi, qui est assez opérant, pour essayer d'entrer un peu dans la complexité, dans la finesse de ces paysages inaccessibles, d'une certaine façon, c'est la marche. La marche que j'ai comme une sorte de petit protocole d'approche de ces lieux-là. Alors, par exemple, autour de la Moneda, devant cet effet de sidération, j'ai mis en place un protocole de 2h30 de marche autour du palais de la Moneda, une marche relativement lente, et avec l'idée de me dire, je vais tenter d'accéder à une forme de conscience de ce lieu dans sa cinétique temporelle aussi, dans ce qui s'y est passé, dans ce qu'il a pu devenir. Et donc, voilà, j'ai rasé ces murs comme ça. Je suis passé un certain nombre de fois devant cette porte, aujourd'hui magnifique, vernissée, par laquelle on avait évacué le corps d'Allende en 1973, et en espérant quelque chose que j'ai parfois éprouvé, qui est difficile d'obtenir sur commande, mais c'est ce que Walter Benjamin a très bien décrit en parlant d'un des effets de la marche sous la forme d'une illumination profane, c'est-à-dire d'un moment de cristallisation, d'un effet de conscience sur l'endroit, le paysage que l'on traverse, avec l'ensemble de ces ramifications. Bon voilà, juste pour être rapide et pour évoquer une façon finalement, ou un outil pour se mettre en état de perception, qui est un outil évidemment personnel, éditorial, et pour d'autres ça peut être tout à fait autre chose. La question du témoignage, la documentation sont évidemment des choses fondamentales. Alors ensuite, la question de la transformation de cette perception en direction du récit. Pour moi, chaque fois, c'est une sorte de parcours, et je dirais de parcours d'obstacles. Il y a un certain nombre d'écueils qui, pour moi, sont à dépasser, à contourner. D'abord, celui de l'égarement premier. Quand on se trouve dans ces lieux-là, je me sens, moi, dans une forme d'égarement, de perte, de repère. Et la tentative d'écrire en friction avec ces lieux-là se heurte systématiquement à un échec. J'ai écrit quelque part que dans ce premier texte que j'ai écrit quasiment in situ à Tchernobyl, que j'aurais préféré confier ce texte à un corbeau, qui sont ces oiseaux qu'on voit apparaître comme ça dans ces forêts, et que c'est un monologue de corbeau qui aurait été la meilleure, ou qui aurait produit le meilleur récit sur ces espaces. Donc, pour moi, une forme d'incapacité à faire littérature, en tout cas, en lien avec ces espaces. Deuxième écueil, pour moi, c'est l'écueil militant. Alors ça, c'est encore très personnel, mais c'est-à-dire que la tentation immédiate, c'est celle du militantisme, et c'est celle de faire connaître, de partager le petit savoir qu'on a acquis au cours de ces voyages, et voilà, et de le mettre dans un lieu partageable. On comprend vite qu'on n'est pas journaliste, que des reporters ont fait ça mieux que je ne le ferais, et qu'ils continueront à le faire. Donc, cette question pour moi de la mixité possible entre ce qui relèverait d'une sorte de tract ou d'efficience militante et d'autre part la littérature, cette chose-là est pour moi, dans mon ressenti personnel, quelque chose d'antagoniste. La seule façon de faire, c'est de laisser retomber, si j'ose dire, la poussière, souvent ça demande du temps, et de se reconstruire quelque chose qui soit à hauteur d'homme, avec le secours, je dirais, du petit paysage, c'est-à-dire d'oublier cette espèce d'objet inaccessible et surplombant pour se consacrer avec autant de rigueur, d'humilité possible à ce qui est à hauteur de soi, dans ce qu'on peut lire, dans ce qu'on peut observer
les objets, les choses, la nature, les arbres, etc. Et espérer dans ce petit monde qu'on a la possibilité de reconstruire, que se dessine à l'arrière-plan de ça quelque chose qui puisse évoquer avec une certaine efficience la masse surplombante de ce à quoi on est à ce moment-là confronté. Et puis, dernier secours, ou dernier soutien, et non des moindres, dans cette affaire de revenir à hauteur d'homme, c'est d'autres artistes qui sont passés par là et qui, pour moi, constituent, ou ont tendu la main et m'ont permis, par ce qu'ils ont commencé à y faire, de m'engouffrer, j'allais dire, dans le sillage de leurs travaux. Je pense pour Tchernobyl, par exemple, très clairement à Svetlana Alexievitch, avec son livre qui s'appelle « La supplication », et qui a fait, ce texte est en fait une mosaïque de témoignages interrogeant les gens et la façon dont les gens ont vécu la catastrophe de là où ils étaient, qu'ils soient liquidateurs, femmes de liquidateurs, scientifiques, ouvriers communaux, etc., etc. Et c'est la mosaïque de ces expériences qui crée une sorte d'humanité saisissable pour le romancier que je suis et qui m'a permis de poursuivre l'une de ces histoires. Pensez aussi à Bedřich Frita, qui est un artiste peintre emprisonné au camp de Térésine, sur lequel j'ai écrit aussi un texte, où il est question de la Shoah, mais la Shoah, je me le sentais dans une très grande illégitimité pour aborder la question de la Shoah, sauf qu'en voyant ses œuvres accrochées au nord de Prague, à Térésine même, presque à l'endroit exact où il les a peintes, il y a quelque chose qui est de l'ordre du flambeau sensible, et ce n'est plus de la Shoah dont je parle, mais de l'œuvre de cet artiste qui, lui, l'a vécu et l'a peinte. Donc, c'est ce travail du trait d'union et de cette transmission qui est tout à fait essentielle dans une capacité que je peux avoir à aborder ces sujets. Je voudrais terminer par deux éléments. D'abord, évoquer la question du silence. Il me semble que la question de cette inhumanité des paysages, renvoie fréquemment à la tentation du silence et peut-être à la beauté du silence, qui est paradoxal parce qu'on veut faire récit. Donc, comment faire récit sur la base du silence? Comment faire écrin à cette question du silence? Le silence, c'est-à-dire un indicible, une complexité qui, pour ma part, résiste à certains moments à la question de la phrase. Je vois bien qu'on peut toujours faire des phrases, mais que la force de ce qui m'a semblé percevoir de ce lieu ne se retrouve pas dans un agrégat de mots ou de phrases. Donc, la nécessité de faire silence et de s'arranger avec ça. Il y a une beauté dans le silence. René Char disait le silence, c'est l'étude de la vérité. Je pense aussi à ces quelques première page du roman de Georges Hyvernaud qui s'appelle La peau et les os, qui raconte le retour d'un homme après les camps chez lui. Et on voit bien comment la beauté littéraire de ces pages réside dans le fait qu'il fait toute la place au silence de cet homme qui reste dans l'incapacité de s'exprimer. La photo que tu viens d'afficher là résonne avec une expérience qui est celle d'un sonographe qui s'appelle Pascal Rueff, qui est aussi quelqu'un qu'on a pu rejoindre et avec qui, grâce à qui on a pu partir à Tchernobyl. Et il a fait cette expérience très simple de poser un capteur sonore sur une route. Alors les routes sont désertes et très très peu fréquentées. Et ça donne finalement un son de 8 minutes où on passe d'un silence parfait à l'apparition lointaine du bruit d'un moteur de voiture qui va passer par un climax comme ça, un maximum, et puis revenir au silence parfait. C'est juste ça, ça dure 7 ou 8 minutes, et ça crée, ou ça recrée, d'une façon encore plus épaisse et un peu plus sensible, la question du silence dans ces livres. Dernier mot sur la poésie, qui est pour moi une façon aussi de faire récit, de s'arranger peut-être de la plus élégante des façons avec cet indicible, avec ce silence. Alors, on pourrait citer beaucoup de poètes qui ont travaillé notamment sur la question concentrationnaire avec la poésie. J'avais juste envie de signaler ce petit texte, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, de Yanis Rizos, qui est son journal de déportation, poète grec enfermé dans les geôles
grec dans la guerre civile d'après Deuxième Guerre mondiale, et dont l'ensemble du journal de déportation est un ensemble de poèmes, et il en reste à cette forme-là. Voilà. Ma conclusion, c'est pour dire que sur la question de la persistance du vivant, ma veille, j'allais dire, d'expériences vécues, traversées par d'autres, les traces qu'on peut quêter ici ou là, peut-être une forme d'optimisme, je sais rien, ou de conviction naturelle, me porte à dire que oui, il y a toujours une persistance du vivant, il y a toujours une humanité insoupçonnée qui se met en œuvre avec un ressort qui est parfois mystérieux, mais qui finit par opérer. Et il me semble que dans ce ressort, l'art n'est pas tout à fait absent. Et alors évidemment, quand je parle d'art ici, je ne parle pas du tout d'art académique, mais je parle d'une sorte d'art ventral, personnel, singulier à chacun, et qui, même dans les moments ultimes, témoignages sont nombreux, ce graffiti peut peut-être faire symbole de ce point de vue-là, mais on peut penser à tous les graffitis gravés au revers d'une porte de cellule la veille d'une exécution, etc., etc., ces boîtes d'allumettes sculptées qu'on peut découvrir au mémorial d'Auschwitz, par exemple, et qui font toutes, qui vont convoquer une sorte d'élan créatif, intérieur, intime, et qui, pour moi, constitue l'une des traces possibles de cette persistance du vivant. Voilà, je m'arrête là, en espérant ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Antoine, pour ces idées et ces traces sensibles. Et je crois que nous allons nous diriger voilà, vers la dernière intervention de cette table ronde, donc avec Laurane Germont. Je vais également te présenter un petit peu, si je raconte des bêtises. Donc, tu es cofondatrice de l'association CALL, qui est une association qui mobilise les artistes et les acteurs culturels sur les enjeux sociétaux et environnementaux, qui se donne pour objet l'émergence d'une nouvelle culture de l'écologie. Donc, tu diriges depuis son origine en 2008, aux côtés de Loïc Fell et Clément Villemain. Laurane, tu es diplômée de l'École du Louvre en histoire de l'art et muséologie, spécialisée dans l'art contemporain en relation avec la nature et l'écologie. Tu assures la direction du prix artistique CALL depuis sa création, ainsi que le commissariat de nombreuses expositions, une cinquantaine, et de programmes culturels portés par cette association. Tels que notamment, et là il y a 2 temps forts à annoncer peut-être pour cet été si je ne me trompe pas, alors dans l'ordre, le nouveau festival, donc les Nuits des Forêts, qui va se tenir le 2, 3, 4 juillet prochain, c'est bien ça, et la prochaine édition de la Biennale internationale d'art contemporain d'Anglais, dont l'inauguration aura lieu, si je ne me trompe pas, le 7 août prochain. Tout à fait. Voilà. Et l'invitation, donc la question qui se pose par rapport à ce dont tu vas nous faire part, c'est bien de voir différents projets en lien avec les forêts et de voir, voilà, de prendre effectivement comment l'art peut-il contribuer à l'émergence d'une nouvelle culture de l'écologie. Voilà, je ne prends pas plus de temps pour te laisser la parole. Alors, attends, je m'apprêtais à partager et en même temps, je crois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Eh bien, vous n'aurez pas d'image. Non, parce qu'au moment où je le fais, en fait, je viens de me rappeler que j'ai essayé de le faire hier et que ça ne marchait pas non plus parce que je ne sais pas pour quelle raison. Excusez-moi, du coup. Il y a un problème de compatibilité, semble-t-il. Ça fait 2 fois que ça me le fait avec Zoom et PowerPoint. Donc, en fait, je n'aurai pas de visuel. Alors, petit problème technique, désolé. On peut, si tu nous l'envoies, peut-être la prochaine. Et sinon, je vous l'envoie. Alors, je vous l'envoie tout de suite. On le transfert, du coup, excusez-moi, du coup, c'est dommage, mais hop. Je l'envoie à Caroline. Et puis, je commence. Hop.
puis voilà, pendant ce temps-là, on se débrouille. Je pense que tu peux déjà dévoiler le sujet de ta présentation. Oui, tout à fait, mais excuse-moi, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Donc voilà, j'envoie le WeTransfer et je me lance. Parce que je récupère le code et j'arrive. Donc, bon, ça ne marche pas, je suis désolée, je fais le mieux. Parce que je n'ai pas le code pour les transferts. Bon, je vous parle comme ça. donc ouais, c'est effectivement une association qu'on a créée il y a une douzaine d'années pour créer des liens entre l'art et l'écologie. Et il se trouve que cette année, en effet, on a décidé de se concentrer. Attendez, excusez-moi, je mets le code et ensuite je serai entièrement là. Tac. Voilà, ça part, c'est bon. Donc, on mène un certain nombre d'actions. On a effectivement un prix qu'on appelle le prix Coal, qui, donc effectivement, dit Coal et pas Coal, mais peu importe, et qui est donc dédié à promouvoir et à reconnaître donc, et à faire rayonner des artistes engagés sur des enjeux d'écologie, en partant effectivement de cette conviction que c'est par le sensible, c'est de par la culture, de par le rapport à l'art, de par le rapport à la beauté, au sensible, que se joue finalement notre rapport à la nature, et que de ce fait, la question de l'esthétique, la question de l'émerveillement, la question de la sensibilité, une fois encore, est un outil à la fois un plaidoyer, mais aussi un outil de lutte aussi fort que la politique, l'économique, et qu'en ce sens, il doit être porté, revalorisé, et c'est l'objet de la plupart de nos actions. Et donc, cette année, on a effectivement décidé de travailler plus spécifiquement sur un sujet qui est celui de la forêt, qui est en l'occurrence un écosystème, mais aussi un paysage et surtout aussi un lieu très, très essentiel pour notre culture et pour nos modes de vie, et avec lequel l'homme vit en lien depuis toujours. Et il se trouve que la forêt, aujourd'hui, est devenue un peu le symbole et le point de convergence, finalement, de toutes les catastrophes environnementales contemporaines, mais aussi de toutes les luttes qui agitent le monde contemporain. Donc, c'est vrai qu'il y a 13 millions d'hectares de forêt qui disparaissent chaque année, sous la pression diverse des excès de notre société, donc l'agriculture, le surpâturage, l'exploitation du bois, de l'urbanisation. Il y a des pans entiers aussi de forêts à travers le monde. On a vu en Californie, en Australie, en Afrique subsaharienne qui brûlent, mais aussi qui meurent sur pied sous l'effet du changement climatique ou des attaques de parasites. Et ça prive à la fois la faune et la flore de leur lieu de vie. Donc, il y a effectivement une destruction d'habitat, mais aussi des cultures entières et des peuples qui aujourd'hui préservent leur lieu de vie, mais aussi leur culture, et aussi font de la forêt un modèle en fait, de monde à bâtir, et un modèle de résistance et de culture, d'autres manières possibles de vivre avec le vivant et de partager des territoires et des paysages, en l'occurrence, avec le vivant. Donc, c'est vrai qu'on a choisi de travailler sur ces sujets pour le prix Coal. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai décidé, comme je suis dans les forêts, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a le festival des Nuits des Forêts. Donc, ce nouveau festival qu'on va lancer les 2, 3, 4 juillet prochains. Donc, là, on est en pleine organisation. C'est vraiment un festival qui a vocation à renouer ce lien au vivant en se rendant dans les forêts, justement, après cette année passée sur Zoom et passée en virtuel. Finalement, peut-être que la meilleure manière de recréer du lien, c'est peut-être tout simplement d'aller aussi dans les lieux et dans la nature elle-même. Et donc, on ouvre plus de 150 forêts partout en France à travers une programmation. On a plus de 200 événements qui sont des balades, des rencontres, des expériences artistiques et culturelles à travers l'ensemble de ces forêts. Donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc j'ai essayé effectivement de parler de cette question des paysages inhumains à travers ce biais de la forêt, sachant que c'est extrêmement riche. On a reçu, là, justement, pour le prix Coal cette année sur la forêt, plus de 650 projets d'artistes. Donc, c'est vraiment un lieu où les artistes s'expriment énormément et de plein de manières différentes, et où cette question de la destruction des paysages est particulièrement prégnante.
Et donc, pour revenir un petit peu à cette histoire, effectivement, il y a un exemple, et on y travaille actuellement, justement. Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler de l'histoire de l'émergence des réserves artistiques. En fait, finalement, toute l'histoire de la préservation de la nature et des cadres juridiques qui aujourd'hui nous permettent de protéger, on va dire, un certain nombre d'écosystèmes via des cadres légaux, remonte en fait à l'histoire de la création des réserves artistiques en forêt de Fontainebleau à l'initiative des peintres de l'école de Barbizon. Donc finalement, c'est intéressant de voir cette première forme juridique. Ce sont finalement des artistes qui se sont mobilisés, les peintres de Barbizon, les impressionnistes, pendant toute la première moitié du 19e siècle, se rendaient dans la forêt de Fontainebleau pour la représenter, pour la peindre, et c'était leur principale source d'aspiration. Et puis, peu à peu, les modes de gestion de cette forêt ont changé pour des raisons déjà climatiques, pour déjà des raisons de surproduction de bois. C'est aussi parce que les animaux, à l'époque, vivaient dans les forêts. Donc, il y a eu une surutilisation, on va dire, de la forêt de Fontainebleau qui a entraîné des changements de gestion forestière et des changements de paysage. On a commencé à planter des pins, etc. Et donc, les peintres se sont indignés. Et on peut finalement considérer que c'est la première fois qu'il y a un mouvement de révolte et d'indignation porté par des artistes qui s'est mobilisé. C'est assez beau parce que donc il y a beaucoup d'artistes qui sont, et ça a mené en fait donc à la création de ces réserves artistiques en 1853, qui sont vraiment l'origine des cadres de la préservation de la nature. Et aujourd'hui, ces réserves existent toujours. Elles sont devenues des réserves biologiques intégrales, et ce sont donc des zones de forêt qui n'ont subi aucune espèce d'intervention humaine depuis près de 170 ans, donc depuis leur classement en 1853. Donc là, on se retrouve vraiment avec des paysages. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a vraiment tout, c'est vraiment aux prémices. Alors, effectivement, c'est la photo du Préquel qui vient de s'afficher, qui illustre un autre combat, puisque c'est une photo de Andrea Olga Mantovani, qui représente un activiste dans les forêts de Bielowska en Pologne, où là aussi c'est la dernière forêt primaire d'Europe, qui est en train d'être totalement détruite, et sur lequel il y a un gros mouvement de mobilisation d'artistes notamment, et donc c'est ce qui représente cette photo. Donc vous pouvez passer déjà les 2 slides suivants. Ouais, ça aussi, je pensais avoir retiré ça. Ouais, vous pouvez retirer, passer. Ça, c'est donc le prix Koal. Voilà, les nuits des forêts, puis passer encore. Voilà. Donc là, c'était 2 tableaux, en l'occurrence, de Corot et de Monet, qui sont des peintres qui ont représenté cette forêt de Barbizon, avec cette histoire du chêne. Donc c'est très beau aussi, parce qu'à travers cette histoire, on voit vraiment toute l'histoire de ce paysage et de son écosystème et de son évolution. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans toutes les productions justement littéraires qui ont été faites à cette époque pour soutenir les peintres de Barbizon dans leur démarche, donc notamment des textes de George Sand, on retrouve vraiment les origines de cette peur de cette prise de conscience, de l'effondrement en cours. Et par exemple, cette phrase qui est très belle, « L'arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement, sans cataclysme nécessaire, par la faute de l'homme. » Ça, c'est quand même des phrases qui datent de la fin du 19e siècle et qui déjà en germent toute la catastrophe à venir quant à la destruction des écosystèmes. Donc, je voulais parler ensuite de 3 exemples, donc si vous pouvez passer également, qui sont des artistes, en l'occurrence, qui étaient nommés cette année dans le prix Koal et qui chacun d'entre eux font référence à ces paysages extrêmement transformés et montrent comment l'artiste, par un certain nombre de pratiques et d'attentions, peut à la fois révéler, transmettre, voire contribuer à réparer ces destructions. Donc cette première histoire est particulièrement fascinante, on ne la connaît pas toujours, c'est celle de la destruction des paysages après la Première Guerre mondiale. Vous pouvez passer aussi la slide. Dans les paysages de Verdun, en fait. Donc, en fait, toute la zone, ce qu'on appelle la zone rouge, en fait, après la Première Guerre mondiale, les combats dans les tranchées dans tout le nord-est de la France ont été d'une telle intensité qu'il y a plus de 120 000 hectares de champs de bataille de terre, en fait, de toutes sortes, de forêts, de terres diverses, qui ont été totalement détruites. On estime que les effets de ces combats représentent 10 000 ans d'érosion
Donc ça donne un peu une idée de la force de la destruction à l'échelle vraiment géologique, c'est-à-dire que la force de feu a fait fondre en fait les minéraux, donc on a une sorte de calcification, enfin de minéralisation du sol, et les sols ont été retournés sur une profondeur de plusieurs mètres, et donc en fait on s'est retrouvé après la Première Guerre mondiale avec des sols jonchés, gavés de cadavres, gavés d'obus, et en plus totalement incultes, totalement morts, dévitalisés de par la puissance des combats. Et finalement, la seule chose qu'on a pu faire dans cette zone, qui était en plus donc extrêmement dangereuse avec ces munitions non explosées, c'était de planter donc des arbres. Et donc surtout, par exemple, l'Allemagne en réparation a planté en France des milliers, voire des millions d'arbres, surtout des pins et des épicéas, donc qui constituent aujourd'hui toute une zone forestière qui va donc notamment dans les forêts de Verdun. Or, ce qui est 100 ans plus tard, aujourd'hui, donc ces forêts qui étaient donc finalement un peu en monoculture, qui étaient des espèces pas tout à fait adaptées, mais les seules espèces peut-être susceptibles d'investir ces terres totalement dévastées, sont aujourd'hui victimes des sécheresses à répétition et des attaques de scolites, qui sont ces parasites xylophages qui aujourd'hui détruisent l'aubier des arbres et se répandent à toute vitesse sur ces arbres fragilisés par les sécheresses et par la monoculture. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à devoir abattre ces arbres, ce qu'on appelle des coupes sanitaires. Donc il y a des millions et des millions d'hectares de forêt, enfin milliers d'hectares plutôt que millions, milliers d'hectares qui sont aujourd'hui coupés à blanc pour tenter d'arrêter l'invasion des scolites. Et donc, ça révèle des paysages qui reviennent à ces paysages totalement inhumains du début d'il y a 100 ans, et qui sont toujours encore un problème inéluctable, puisque finalement, ces terres sont toujours gorgées d'obus. Donc, la pression aussi des incendies fait que les obus peuvent exploser, la sécheresse entraînant des risques d'incendie. Et en fait, on estime qu'il faudrait encore 700 ans pour déminer l'ensemble de la zone. Donc, on se retrouve face à une situation de centaines de milliers d'hectares dont on ne sait absolument pas quoi faire, parce qu'on ne peut pas y abattre. C'est très difficile d'y abattre les arbres parce que les machines risqueraient de faire exploser les bombes, etc. Donc, en fait, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment une histoire finalement qu'on connaît assez peu et qui est assez fascinante. Et donc, cet artiste, Marjolaine Lichtman, commence une résidence pour les 3 prochaines années sur ce terrain, avec le Vent des forêts notamment, qui est ce très beau projet d'art dans les territoires de la Meuse et qui présente des œuvres dans les forêts. Et donc, va mener tout un travail d'enquête, d'études, de cartographie, qui va aussi essayer de croiser, justement, peut-être passer les images, de croiser ces dessins, enfin les dessins laissés, donc ça c'est quand même des restes, ça c'est juste un mémorial, donc on a conservé quelques éléments pour garder la mémoire de la transformation de ces paysages, et ça donne une idée de la violence de ce qu'il y avait auparavant. Et si on continue, voilà. Donc, elle fait tout un travail sur les cartographies anciennes, mais aussi, on ne voit peut-être pas très bien là sur le bois, mais les dessins dessinés par les scolites. Alors, en plus, ces scolites, ils s'attaquent à l'aubier, donc c'est-à-dire à l'extérieur de l'arbre, et ils dessinent des choses qui sont extrêmement belles, on peut dire. Enfin, les formes produites par les galeries des scolites sont tout à fait fascinantes. Et en même temps, elles font perdre, donc effectivement, toute valeur commerciale au bois. Et donc, elle fait tout un parallèle sur ces histoires des tranchées, les tranchées produites par également ces insectes. Et puis, donc, tout un travail d'archivage. Il y a un film qui sera prévu, des installations monumentales. Donc, ça va être tout un travail. Pour l'instant, il y a évidemment peu de choses produites parce que c'est un travail qui démarre, mais c'est un sujet tout à fait fascinant. Et donc, cet été, d'ailleurs, dans les Nuits des Forêts, enfin, cet été, la semaine prochaine, en l'occurrence, on pourra aller en forêt de Verdun, suivre Marjolaine Lichtman dans toute une marche sur la forêt du bois brûlé qui vient justement d'être totalement coupée en coupe rase, avec une historienne de la guerre pour retrouver un peu l'histoire de cette forêt. Donc là, on est vraiment face à un phénomène de destruction terrible dans une zone particulièrement marquée par l'histoire. Autre histoire qui est le collectif Fibra, donc c'est en l'occurrence les lauréats du prix Coal de cette année. Et là, cette fois-ci, ce sont des artistes qui travaillent, donc, qui sont péruviennes, un trio de femmes qui travaillent autour de la forêt de Ucayali. Et là, on est donc face à un autre paysage, un autre écosystème qui subit des destructions massives. C'est un des plus hauts lieux de la déforestation. Et déforestation qui est due d'abord à l'exploitation illégale du bois de la forêt, qui est due au trafic des terres,
aux huiles de palme, enfin à la production d'huile de palme, et aux implantations pétrolières. Donc, c'est-à-dire que c'est des lieux qui sont vraiment au centre de faisceaux d'attaques, on va dire, extrêmement diverses, extrêmement violentes. Et c'est aussi, donc non seulement on estime qu'il y a perdu 70 000 terrains de foot, on parle en terrain de foot, bon. Mais en tout cas, 70 000 terrains de foot de surface de forêt perdus chaque année, donc c'est des surfaces extraordinaires. Et en plus de ça, c'est le 4e pays, malheureusement pour un classement terrible, qui est celui de la violence faite aux activistes et aux personnes qui tentent de préserver leur territoire, leur forêt, leur culture. Et donc, il y a chaque jour, en fait, du moins tout au long de l'année, des personnes qui sont tout simplement assassinées pour avoir voulu tenter de sauver leur terre. Donc là aussi, on est dans un rapport d'extrême violence, violence aux personnes, violence aux peuples qui y vivent, et violence aux forêts et à tout leur écosystème vivant. Et donc là, ces femmes, elles s'intéressent tout particulièrement à une communauté indigène qui s'appelle Santa Clara de Ushuaia, qui se trouve donc dans cette province de Cayali. Et il y a tout, donc elles mènent tout un travail très beau, à la fois évidemment de dialogue, de témoignage, mais elles produisent à la fois donc toutes ces sculptures, tout un travail formel autour, avec la fibre en fait, sur le mycélium. Donc à la fois elles s'intéressent à ces réseaux mycorhiziens qu'on sait aujourd'hui qui sont des moyens de communication entre les arbres. Elles l'utilisent comme matériau de création et elles construisent, en l'occurrence, c'est une installation qu'elles viennent de faire à Lima, dans le musée d'art contemporain de Lima. Qui représente tous ces outils de communication des humains qui aujourd'hui sont totalement dérisoires par rapport à la diversité du drame et des combats. Et à travers ces outils, elles transmettent en fait la voix de ces femmes. Il y a tout un travail qui est fait sur le terrain avec ces communautés pour porter leur voix, leurs histoires, leurs messages et créer un vrai réseau de collaboration entre les arbres, les humains, le monde vivant, et tenter d'accompagner cette lutte pour la préservation de ces forêts. Un troisième exemple qui, cette fois-ci, est encore une autre cause de la destruction aujourd'hui des paysages forestiers, de leurs écosystèmes et de leurs tissus vivants. C'est donc Eric Samac, qui est un artiste français bien connu, qui vit en forêt depuis 35 ans, qui a fait énormément de projets dans les espaces naturels, et qui, en l'occurrence pour le Pricoal, présentait ce projet Zone de bruit, mais qui a vraiment une résonance avec ce qui aujourd'hui frappe les paysages et les écosystèmes forestiers, c'est celui de l'industrialisation de la gestion forestière. Alors là, en l'occurrence, on voit cette forêt en monoculture, donc on parle aussi aujourd'hui de couvert forestier. C'est vrai que le couvert forestier en France est plutôt important, il est équivalent à celui de l'an 1000, parce que finalement les forêts étaient bien plus dévastées entre le XIVe et le XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand même le couvert forestier en France est plutôt dense, mais on a tendance à y associer de la forêt diversifiée, irrégulière, riche, et puis ce qu'on appelle du champ d'arbres ou de la monoculture, qui finalement n'offre aucune des qualités de la forêt, si ce n'est la production de bois, mais qui n'est finalement pas un écosystème vivant et qui généralement au contraire accueille extrêmement peu de diversité biologique, même insectes, mammifères, etc. C'est généralement du conifère. Et donc, c'est des écosystèmes extrêmement pauvres, extrêmement brefs, puisque finalement, ces arbres sont renouvelés tous les 30 ans, on les coupe en coupe rase, on replante. Donc, c'est vraiment des écosystèmes très, très pauvres. Et souvent très invisibilisés aussi, parce qu'on ne se rend pas compte en fait, de la quantité de milliers d'hectares qu'il y en a aujourd'hui en France de forêts de monoculture, notamment en Nouvelle-Aquitaine, dans les Landes où elles sont le plus denses. Et donc Eric Samac propose en fait vraiment une œuvre qui est à la fois un projet de résilience et un projet de préservation, puisqu'à travers le statut d'œuvre d'art, l'idée c'est de récupérer des parcelles de bois, donc d'un hectare, qu'il régénère, dans laquelle il permet aux plantes pionnières finalement de reconquérir le terrain, puis avec elles arrivent les insectes, les mammifères, etc. Et donc il crée ces clairières de forêts mixtes et d'écosystèmes recomposés dans lesquels la vie peut à nouveau s'enrichir et devient de coup sonore, puisque la biodiversité se manifeste surtout beaucoup à travers le son. Finalement, c'est par là, souvent aujourd'hui, maintenant, l'étude de la biodiversité se fait principalement par le son, c'est ce qui nous permet d'avoir une vision la plus complète de l'évolution du vivant dans un écosystème. Et donc, il crée ce qu'il appelle ces opéras biotiques, où on se retrouve finalement dans un travail de coopération avec le vivant, avec une œuvre totale, visuelle, sensitive et sonore, et qui permet
aussi par le statut de l'œuvre d'art de sanctuariser ces espaces et de les préserver donc de la coupe et de la destruction. Donc voilà, c'était quelques exemples qui faisaient un peu l'attention sur la forêt et ce qui aujourd'hui met en danger les forêts et comment les artistes peuvent y répondre. Merci beaucoup, Laurent, pour ces éléments. On a réussi à projeter. Je pense que c'était vraiment important. Et puis, désolée d'avoir écorché voilà, la prononciation du prix Koal. Je vais ouvrir un petit peu maintenant au temps d'échange. Je vous propose qu'on se dise que ce temps d'échange, c'est un peu de tous et toutes avec tous et toutes. Et que donc, peut-être susciter vos réactions entre tous les intervenants sur cette table ronde. Est-ce que dans cette position de l'artiste qui a été pas mal évoquée, notamment autour du risque de la culpabilité ou de la difficulté d'articuler un récit par rapport au fait d'être témoin de la catastrophe, comment est-ce qu'on peut alors Antoine, tu nous as donné des pistes autour de son personnel, autour de la marche par exemple, comme marge d'approche aussi pour éviter la sidération, mais Emmanuel, tu parlais peut-être, si je me souviens bien, dans Un printemps à Tchernobyl, de ce tourisme de catastrophe. Donc, quel moyen on a finalement de lutter contre sa propre sidération, et puis tout en étant dans cette dimension peut-être de témoignage, d'incarnation de la crise écologique. Comment est-ce qu'on fait pour est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on se demande quel est le risque de créer cette sidération chez celui qui voit, ou celui qui entend, ou celui qui est en présence, qui lit l'œuvre? C'est une question que je me pose moi, donc je vous la pose aussi. Voilà, comment faire pour justement à la fois témoigner, mais éviter que de relayer en fait cette solastalgie qu'on peut peut-être éprouver, ou en tout cas ne pas alimenter plus les parties inertes en soi, c'est-à-dire ouvrir la gamme d'affects, comme dirait Alain Damasio, pour bien cultiver le vivant en soi aussi. Puis je laisse surtout vos réactions par rapport à ce qui a été dit entre vous, si ça vous génère des échos, des résonances, des divergences. Dans le même temps que j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à poser leurs questions dans le petit onglet questions-réponses. Et on s'en fera bien évidemment le relais de la meilleure manière possible. Je veux bien commencer à dire un petit mot là-dessus, puis interroger mes petits collègues en particulier. Ce qui me frappe peut-être dans cette question de l'art en friction avec l'écologie, c'est un questionnement. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte, et peut-être qu'il en sera question tout à l'heure avec Philippe Tellier aussi, une sorte d'injonction très spécifique liée à cette friction entre ces deux domaines, une injonction posée sur le travail artistique. Et avec quel type d'incidence? Autrement dit, est-ce que l'artiste s'empare de ces sujets, ou sur quel levier l'artiste s'empare de ces sujets? Est-ce que c'est un levier qui est d'abord celui intérieur d'une prise de conscience avec lequel il ressent la nécessité d'une forme d'utilité de son œuvre, pourrait-on dire, ou d'inscription dans le paysage sociétal de son œuvre, et avec quel type, encore une fois, de conséquences sur, par exemple, la question de sa liberté artistique, sa liberté formelle, pour ne parler que de ça. Je me demande, par exemple, si Emmanuel Lepage, pour adresser un peu cette réflexion, si Emmanuel, tu éprouves cette sorte de responsabilité quand tu sors un album en lien avec ces problématiques. Alors,
pour ce que disait Anne-Lise, bon, j'espère que le livre que j'ai fait sur Tchernobyl n'invite pas à y aller, en fait. J'espère bien que les gens se garderont d'aller à Tchernobyl, mais effectivement, je sais qu'il y a depuis que nous y sommes allés, je crois qu'Antoine, toi, tu y es là en 2008, hein, en 2009, je crois, c'est ça? 2009, oui. Ouais. Je crois que ça s'est singulièrement développé, en fait, le tourisme là-bas. Puis c'est vrai que la série Tchernobyl, récemment, je crois qu'elle a drainé encore plus de monde. Je sais que par rapport à la responsabilité, je crois que mon souci premier quand j'ai fait ce livre a été d'être fidèle à ma propre vérité. La question, effectivement, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est posé puisque moi, j'y suis allé dans un cadre militant au tout début, donc ce dont tu parlais également. Donc il a fallu se dégager, ce qui n'a pas été simple, hein, puisqu'en fait nous étions, Gilles et moi, les derniers maillons d'une chaîne de solidarité qui avait fait qu'on était parti là-bas, et donc on a une certaine attente de ce qu'on allait ramener. Et effectivement, lorsque nous avons présenté notre travail aux personnes qui nous avaient proposé d'aller là-bas, ils ont été pour le moins surprises. Et en nous disant même d'ailleurs que ce n'était pas Tchernobyl ce qu'on avait ramené. Donc, je crois que si j'ai fait un livre, une bande dessinée, c'est justement pour raconter cette complexité-là. Et la nécessité, en fait, de dire ce qu'a été notre ressenti, effectivement, au niveau de l'humain, à une toute petite échelle. Effectivement, je commence le livre en citant effectivement Svetlana Alexievitch, la supplication, en racontant, je dirais, le contexte historique de cette catastrophe et ses conséquences, comme pour m'en débarrasser, en fait, d'une certaine manière. Voilà. Donc, je dis, voilà, ce qu'il en est, les conséquences aujourd'hui encore de Tchernobyl. Mais c'est une façon, je pense, de dire, bon, maintenant, je vais vous parler d'autre chose, de cette humanité, en fait, qui vit dans cet univers désolé. Et c'est ça, en fait, au fond, qui va me toucher, c'est comment, malgré ces paysages inhumains, en fait, il y a une humanité. Et des gens en lutte, en fait, tout simplement, et qui vont profondément m'ébranler. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire dans cet univers extrêmement particulier dans lequel on projette beaucoup de choses, souvent des choses extrêmement morbides, sinistres, hein, des terres au de la mort. Bien, j'avais l'impression d'être au plus près, en fait, de ce qui nous fait, en fait, dans tous ces gens qui nous ont accompagnés, en fait, dans cette aventure, nos voisins, les enfants aussi, qui étaient là tout le temps, ce sort de petit phalanstère, en fait, qu'on a constitué autour de notre maison, phalanstère de création, de dessin, de musique, de crêpes bretonnes. En fait, je pense que c'est ça finalement que j'essaie de traquer, en fait. Et puis je pense que par cette tout petit bout de la lorgnette, par cette petite maison, en fait, j'essaie d'aller effectivement dans cet intime-là, en espérant justement de raconter ce qu'a été ce drame. Mais ça s'est fait
non pas, je dirais, par le global, où je pouvais au tout début raconter la façon dont nous avions appréhendé la catastrophe dans les journaux, les médias à l'époque, et ce qu'on en dit, mais en essayant de raconter cette catastrophe par ce petit phalanstère, parce que tu as fait également dans ton livre La nuit tombée, hein, raconter la catastrophe par une petite porte, en fait, si je peux dire. Voilà, donc ce que je peux en dire, mais voilà, en fait, je crois que c'est par l'expérience humaine individuelle de personnes que effectivement je vais essayer ensuite d'élargir, parce que je pense que en racontant effectivement ces vies en fait dans ce petit village, les drames qu'a suscité effectivement l'effondrement qu'a été pour ce coin d'Ukraine la catastrophe de Tchernobyl. J'espère effectivement que ça interpellera peut-être les gens au plus profond d'eux-mêmes. Voilà, c'est par ce petit biais-là extrêmement intime. Oui, dans l'intime, rapprocher l'expérience. C'est vrai je suis assez frappée par une espèce d'amnésie autour justement de cette catastrophe qui peut paraître impensable aujourd'hui, mais qui pourtant voilà, semble exister. Sans passer plus je vais me faire le relais de deux questions qui sont posées et qui peut-être touchent des domaines un peu différents, hein, parce que là, donc, on voit effectivement comment est-ce qu'on peut rendre visible l'invisible par rapport à des catastrophes, comment en ouvrant la petite porte de l'intime, on peut finalement faire que ça rentre dans les consciences, parce qu'à un moment, dit Emmanuel, le danger du nucléaire, c'est qu'il n'entre jamais vraiment dans les consciences. Et donc, il y a ce rôle-là, effectivement. Est-ce que je pense que Laurent, par rapport à ce que tu nous racontais et des projets autour de la zone rouge, c'est justement cette capacité à faire rentrer dans la conscience, au-delà de la lecture du paysage, l'histoire de cette forêt aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi la capacité que l'art change la réalité. Alors, on a une question de Céline qui se demande s'il existe des exemples de changement, d'aménagement ou d'approche du paysage suite à l'action d'artistes. Donc, effectivement, ça peut peut-être faire un petit peu écho à ce que Laurent, tu mentionnais au départ autour de Fontainebleau, mais peut-être dans l'époque contemporaine, est-ce qu'il y aurait d'autres exemples de modification, d'aménagement ou d'approche suite à l'action d'artistes? Et puis, on a une autre question de Bruno, qui vous remercie du panorama, notamment voilà, autour de la littérature, des arts plastiques qui se sont emparés de la cause écologique et qui demandent je me questionne sur la place du spectacle vivant dans cette narration de l'écologie, la scène étant souvent suspectée de simplifier à outrance la complexité de cet enjeu artiviste. Quels sont pour vous les artistes de la scène importants de cette narration? Voilà, quelle est la place du spectacle vivant dans la narration de l'écologie et sa capacité à refléter la complexité? Ouais. Pour ce qui est de la première question, par exemple, ce qui est assez, il y a par exemple tout un programme qui est assez très beau, qui est porté par une association qui s'appelle Art et Nature dans les Hauts-de-France, qui est à l'origine du Festival des Ortillonnages d'Amiens, en l'occurrence, et qui, pour le centre, parce que je rebondis sur cette, notamment par exemple sur ces paysages de la zone rouge, et qui, pour le centenaire donc, de la Première Guerre mondiale, s'est créée à cette occasion, cette association, et qui développe des jardins, en fait, des jardins de la paix. Et ce sont justement c'est plutôt des artistes et des paysagistes, en fait, qui créent des jardins sur ces territoires de la guerre, donc 100 ans après, mais donc, comme on a vu, portent encore souvent les traces, et même aujourd'hui, sont de nouveau en phase de destruction. Donc là, c'est plutôt de l'ordre du jardin, mais il y a quand même des plasticiens qui sont intervenus. Donc voilà. Après, évidemment, on attend souvent, on aimerait beaucoup que les artistes puissent
changer le monde d'un coup de baguette magique, mais on est sur des échelles où en fait l'artiste n'est qu'un individu singulier avec ses deux bras et ses deux jambes qui a une marge d'action finalement extrêmement restreinte, qui peut agir sur le plan symbolique et qui a en ce sens beaucoup de force et beaucoup de puissance, mais qui a rarement les moyens de mettre en œuvre une transformation à l'échelle d'un écosystème ou d'un paysage. Alors il y a des artistes qui accompagnent des recherches, par exemple. Un exemple qui revient souvent dans l'écologie, par exemple Jérémy Gobet, qui travaille sur la résilience des barrières de corail, par exemple, donc qui a développé une méthode avec des denteliers et donc développe des grands laits de dentelle qui pourrait permettre au corail de se régénérer une fois placé au fond des océans. Donc, il accompagne des programmes de recherche et développement sur ces questions avec des startups, etc. Donc là, c'est l'artiste qui, à un moment donné, associe sa compétence visionnaire, son inventivité, sa sensibilité pour venir accompagner une démarche de résilience qui, elle, va être portée par soit des scientifiques, soit des ingénieurs, etc. Mais voilà, après, historiquement, il y a eu les Reclamation Artists, c'était dans les années 70 aux États-Unis, il y a eu comme ça toutes les Reclamation Land, qui étaient toutes ces sols pollués qui ont été donnés aux artistes de land art, Alan Sumfist, Frank Nixon, etc., qui ont monté des grands projets sur des zones polluées et qui ont contribué à nettoyer ou être dans un processus de résilience sur ces écosystèmes. On avait récompensé aussi en 2017 l'artiste Anne Fisher, qui est artiste designer, qui développe tout un projet de recherche sur la dépollution des sols par les plantes et sur les usages qu'on peut en faire ensuite, c'est-à-dire une fois que les plantes ont pompé les métaux lourds dans le sol, on se retrouve avec des végétaux gorgés de métaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite de ça? Donc, elle a développé selon des territoires, travailler sur tous les potentiels en fonction des artisanats, des savoir-faire, des histoires culturelles des régions. Et là, notamment, j'ai oublié dans quelle région de France c'était en l'occurrence, mais elle avait développé tout un travail sur les émaux à partir de ces plantes dépolluantes chargées de métaux qui étaient transformées en cendres et en émaux. Et ça rejoignait un savoir-faire local qui, traditionnellement, dans cette zone de France, on travaillait beaucoup la céramique. Donc, il y a cette idée de comment la culture peut venir rencontrer d'autres disciplines, mais l'artiste seul, malheureusement, peut difficilement réparer un écosystème. Je pense que se pose la question de la relation des artistes à la société au sens large et aux autorités politiques. Et, enfin, la question et ça rejoint un petit peu la question posée par Antoine Choplin, à savoir celle de l'intervention de l'artiste dans le monde en tant que cité, enfin, la sphère politique, quel doit être son rôle. Et je pense à deux exemples qui me sont revenus à l'esprit en vous écoutant, Antoine Choplin. Tout d'abord, Charles Dickens, qui, au milieu du 19e siècle, écrivait dans ses romans à propos des espaces pauvres autour de la Tamise et du monde ouvrier et du monde du travail forcé des enfants, avec pour but de changer le réel. Et donc s'inscrire dans une transformation du réel par son écriture. Et ça c'est finalement la question des artistes engagés, de l'art engagé. Et je pense aussi à un autre exemple que j'ai rencontré parmi les artistes décrits par Odile de Bruyn sur la question du nucléaire. En 2011, l'ANDRA, qui est l'Agence nationale française pour la gestion des déchets radioactifs, a fait appel à plusieurs artistes pour réfléchir sur la question de la mémoire et comment faire pour ne pas oublier les centres de stockage de déchets radioactifs qui perdureront au-delà de la vie des personnes qui les ont créés ou qui les ont démantelés. Et un artiste allemand qui habite en France, s'appelle Veit Stratmann, qui a proposé, avec un regard très critique sur l'industrie nucléaire, de l'énergie nucléaire, une sorte de rituel de répétition dans le temps, tous les 30 ans, un geste qui se répète à intervalles réguliers, qui serait la création d'une butte qui serait à côté d'un trou
d'où on extrait la terre et qui me permettrait de ne pas perdre la mémoire. 30 ans, c'est environ une génération. Donc, ça serait la création d'une colline engazonnée qui recouvre les déchets et qui doit augmenter de quelques mètres tous les 30 ans. Et donc jusqu'à atteindre 57 mètres à la fin du processus en 2371. Mais c'est ce qu'il a appelé une œuvre impossible. Et donc, cette idée de artialisation in situ n'a pas eu lieu. Voilà, c'était 2 exemples qui me sont venus à l'esprit. En l'occurrence, si je rebondis sur ce dernier exemple, parce que effectivement, ce programme de l'ANDRA, il y a en l'occurrence 2 autres, enfin, il y a plusieurs artistes qui ont participé, il y a, en l'occurrence Stéphane Perrault et Arab Kebadjian, qui ont actuellement une exposition qui vient de s'ouvrir il y a une semaine ou 2 au lieu unique à Nantes, qui s'appelle Demi-vie et qui est née de ce processus, après l'œuvre s'est déployée, mais qui est née de cet appel à projet de l'ANDRA au démarrage, et donc qui est sur le déchet nucléaire. Enfin, toute l'expo est sur le nucléaire et notamment la mémoire des suites d'enfouissement. Eux, ils avaient créé un projet qui s'appelle Zone Bleue, et donc là, justement, on peut vivre dans cette zone bleue, enfin, en tout cas, visiter cette zone bleue via un processus de réalité virtuelle. Il y a toute une archive extraordinaire sur l'histoire du nucléaire, en fait, qui est vraiment géniale dans cette exposition. Et la zone 2, c'est un peu pareil. Eux, ils travaillent beaucoup justement sur la question des récits et imaginaient justement dans 3000... Enfin, là, les humains ont planté une forêt dont le feuillage devient bleu. Et donc, sauf que dans l'histoire, finalement, les siècles passant, le message est inversé. Donc, c'est devenu un lieu un peu sacré. Tout le monde... Il y a tout un récit construit de ça. Il y a un livre, d'ailleurs, qui est sorti aussi, un livre de nouvelles de Ram Kebadjian, que je n'ai pas lu, mais il y a vraiment toute cette histoire de comment finalement cette transmission de la mémoire dans des temps très longs, parce que là, Weishreichmann, il parle sur quelques centaines d'années, mais les déchets nucléaires, c'est des milliers d'années. Donc en fait, on est sur des temps où la mémoire c'est inenvisageable à l'échelle humaine. Et ce que je trouve intéressant dans ce programme, et qui rejoint un peu cette question, parce que souvent on me pose la question, est-ce que les artistes peuvent sauver le monde? C'est un peu banal, mais finalement cette question revient quasiment à chaque fois que je fais une interview, un truc comme ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement ce programme de l'ANDRA, il est très caractéristique de ça, c'est-à-dire que quand les humains se retrouvent face à une situation à laquelle ils n'ont aucune solution, aucune réponse, il n'y a pas un seul chercheur de l'ANDRA qui est capable d'apporter une réponse, alors on se tourne vers les artistes. Et souvent les programmes comme ça, il y a eu tout le plan culture de la région Rhône-Alpes sur le risque d'inondation du Rhône, etc. Enfin, on est face à des drames à venir qui sont finalement imparables et incontournables et dont personne n'a la solution. On se tourne vers les artistes en espérant qu'ils vont pouvoir effectivement amener quelque chose de supplémentaire qui finalement solutionnerait le problème. Et c'est évidemment pas le cas. On peut peut-être plutôt nous mettre devant nos propres défaillances. Mais, voilà. Intéressant, oui, c'est ce que aussi Antoine soulevait en te questionnant autour de la jonction qui pèse aussi, je ne sais pas si je t'ai mal compris, mais sur la pratique artistique. J'ai 2 autres questions qui viennent d'apparaître. Alors, une qui reprend un petit peu du coup les interrogations paradoxales autour de justement le risque d'esthétisation de l'inhumain ou de l'inhospitalier. Donc, cette tentative du sublime toxique. La question reprend en fait ce paradoxe. La beauté d'une œuvre peut-elle tromper sur la réalité et la gravité du fait? Donc, je pense que la question aussi peut être autour de... Voilà, la ruine a pu être jugée sublime, romantique, pittoresque, selon les époques, bien loin de l'idée de destruction. Voilà, un petit peu recueillir vos avis autour de cela. Et la deuxième question traite plus de comment articuler l'apport de l'art à nos relations aux vivants non humains, à une démarche plus ancrée sur son apport aux soins de la relation humaine et au vivre ensemble. Donc, en gros, voilà, de quels outils est-ce qu'on peut borner pour éviter le risque d'un sublime toxique qui viendrait être contre-productif par rapport à un autre rôle de témoignage ou pas, enfin, voilà. Et autrement, effectivement, comment faire monde commun, quel est l'apport de l'art, comment est-ce que ça peut s'articuler aux soins de la relation humaine et du vivre ensemble et du monde commun avec les entités non humaines. J'ai l'impression que
que l'artiste, oui, j'ai parlé d'injonction, je ne sais pas, en tout cas, de ce qui se dessine pour lui à l'aune de ses impératifs sociétaux contemporains, et en particulier celui de l'écologie, se retrouve pris dans un écheveau un peu indémêlable, enfin, ou sur lequel, en tout cas, il est important de développer une forte lucidité. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette efficience qui lui est demandée en termes voilà, de fabriquer une conscientisation, de fabriquer une façon de toucher les gens, de s'organiser sur la question du spectaculaire. Hein. Alors effectivement, il y a la tentation, j'imagine, hein, là je ne parle pas du tout de moi, mais d'une manière générale, il peut y avoir la tentation de spectaculariser cette histoire-là. On parlait de l'invisibilité de la radiation, mais sans aller jusque-là, cette idée de montrer à travers quelque chose qui puisse être prégnant au sens, une évolution, des projections catastrophiques, etc., etc. Et en même temps, il y a ce danger d'une sorte d'esthétisation et de confort, finalement, qui pourrait s'organiser autour de cette perception du spectaculaire, enfin, comme une sorte de chose qu'on attendrait en tant que spectateur aussi, en disant « Oh là là, oui, là, il a réussi à… » etc., etc. Là où je crois, que c'était ta dernière intervention, Anne-Lise, enfin, quand tu relayais cette question, je pense que la question humaine, vraiment, me paraît être au cœur de ça. Et quand je dis ça, je dis rien, c'est-à-dire que je ne vois pas comment les choses peuvent se résoudre à cet endroit, sauf peut-être à travailler sur quelque chose qui serait plus expérientiel que de l'ordre d'une mise à distance d'une œuvre, mais quelque chose qui crée les conditions d'un partage. Alors, on parlait tout à l'heure de spectacle vivant avec la question qui était posée, il en serait tout à l'heure question avec notamment la compagnie des non-alignés, avec qui on travaille depuis un moment, et qui travaille justement cette question. Alors, plus en montagne, donc je ne vais pas du tout dévoiler leur affaire, mais ils sont dans une approche à la fois pluridisciplinaire et dans leur domaine de compétences aux uns et aux autres. Ce collectif, et c'est souvent le cas d'ailleurs pour ces gens qui abordent ces sujets, ces compagnies, ces artistes, qui sont à la fois scientifiques, des gens du paysage, des gens de la montagne et bien sûr des comédiens et des artistes. Et ce qu'ils créent à travers leur œuvre, c'est moins un objet à venir goûter en tant que spectateur à la fin d'un processus, que le processus lui-même, qui renverrait une sorte de théâtre forum réinventé et qui viendrait comme ça toucher un certain nombre d'espaces, de personnes, de paroles, cristalliser l'ensemble et puis le remettre à la disposition finalement d'une expérience commune. C'est comme ça souvent qu'ils conçoivent leur spectacle. Donc c'est peut-être à travers ce genre, enfin c'est par exemple peut-être à travers ce genre d'initiative que cette dimension expérientielle dans une préoccupation d'abord humaine peut être intéressante. Effectivement, c'est aussi un peu en tout cas, ce vers quoi on s'engage à travers justement des Nuits des forêts, par exemple, la semaine prochaine, c'est justement de favoriser ce type d'initiative, différentes expériences. Alors, ça prend des formes très diverses. Il peut y avoir des spectacles, des interventions, juste des moments de pure beauté, des moments de travail, enfin, partager des cultures aussi différentes. On a des interventions avec des chamans, on a des interventions de la nuit, on a des observations de la nature, etc., dans des zones dans des postures inattendues aussi à un moment donné et aussi des partages inattendus. Et ça peut contribuer dans la durée, bien sûr, parce que ce n'est pas en allant une journée en forêt qu'on va changer, mais en tout cas, ça contribue peu à peu à développer d'autres sensibilités, d'autres consciences, d'autres attentions. Et ça, effectivement, je pense que la culture est ce qui peut le plus d'action possible sur ces enjeux-là et de mêler ça avec effectivement beaucoup de la rencontre et du dialogue, parce que je crois que c'est aussi un des grands enjeux, c'est de recréer de la convivialité, de la sensibilité au vivant, mais aussi un dialogue
commun et collectif sur cette question des communs, justement, sur cette question des paysages, sur cette question des forêts, des ressources. Et ça, plutôt que de le faire à travers des réseaux sociaux ou des médias, ou de manière souvent un peu caricaturale et clivante entre les urbains, les ruraux, les forestiers et puis ceux qui achètent des tables basses chez Ikea. À un moment donné, c'est intéressant de mettre les gens ensemble dans un contexte finalement où tout le monde est un petit peu en dehors de sa zone de confort et peut simplement en parler et se découvrir ensemble, quoi. Ça peut ça aussi renforcer cette... et c'est en ça que là, la culture, l'art en général et les pratiques culturelles en ensemble peuvent permettre cette rencontre. Bien, je crois que, à moins que vous souhaitiez, Hélène et Emmanuel, rajouter un tout petit chose, en honneur du temps, je pense qu'on va bientôt clore ce premier débat. Ça me semble une belle ouverture, en tout cas, de se rappeler que l'enjeu, je crois que c'était, si je me trompe pas, c'est Estelle Jong Mangal, j'espère ne pas écorcher son nom, qui disait que l'enjeu est peut-être de connaître le vivant pour mieux faire monde commun. Et je crois qu'effectivement, voilà, ce que les dernières interventions dessinaient bien cette volonté, et puis voilà, ce que l'art peut et la culture peut justement contribuer à renforcer aujourd'hui. Je crois que nous sommes arrivés au moment de la pause. Voilà, donc vous pouvez faire une petite pause et puis on vous retrouve donc dans un quart d'heure. 10 minutes, ouais, on a une plus courte pause, donc à 17h15 pour la deuxième table ronde. Je vous remercie.